Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV. Mais que se cache-t-il derrière cette étrange obsession de labellisation des médias si chère à Emmanuel Macron, le président de la République, qui a remis une pièce dans la machine à polémique en relançant son idée déjà avancée d'ailleurs en 2018, proposition loin de faire l'unanimité. On en parle, on fait le point avec lui aux haltères en charge de l'Élysée au Figaro. Le mystère derrière la disparition du vol MH370 censé relier Kuala Lumpur à Pékin en 2014 va-t-il enfin être élucidé? C'est ce qu'espèrent les familles des disparus alors que le gouvernement malaisien a annoncé hier la reprise des recherches. Nous serons avec Ghislain Wattrelos qui a perdu 3 de ses proches dans cette disparition il y a maintenant plus de 11 ans. Et puis, et si sauver notre natalité commençait par sauver le couple? C'est la thèse du psychologue clinicien Maxence Carsana dans son livre Homme-Femme, comment sortir des idées toxiques, son mémo pour la génération Z. On en parle avec lui, ce sera en troisième partie. Bonjour Léo Zalter. Bonjour. Journaliste politique au Figaro en charge du suivi de l'Élysée. L'Élysée d'où nous vient la polémique de la semaine avec cette proposition controversée d'Emmanuel Macron d'instaurer un label professionnel pour les réseaux sociaux et puis surtout les sites d'information. Le chef de l'État qui entend ainsi lutter contre les fake news. Il a suscité l'ire d'une grande partie de la classe politique et les précisions apportées ensuite par notamment la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon n'ont pas vraiment suffi à éteindre la polémique. D'abord, Louis, qu'est-ce que cet étrange projet de labellisation des médias cher à Emmanuel Macron? Alors c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'il en parle, ça fait même depuis le début de son premier quinquennat. La première fois qu'il en parle publiquement, c'est à l'époque où il présentait encore des vœux à la presse de temps en temps, c'était début 2018 et dans précisément son discours de vœux à la presse, il émet l'idée d'une certification, c'est son mot à l'époque, qui viendrait du milieu professionnel de l'information pour dire si tel ou tel média, telle ou telle information a été obtenue en gros selon des règles déontologiques, de vérification, de rigueur. Il n'a jamais quitté cette idée. Il l'a relancée récemment parce que l'une de ses actions récentes dans un couloir qui est désormais très restreint, qui est celui du président, puisqu'il ne s'occupe plus de budget, il s'occupe très peu de questions politiques nationales depuis la dissolution, mais il s'occupe du sujet des réseaux sociaux et de leur impact sur la démocratie. Il a lancé toute une tournée de débats avec des lecteurs de presse régionale là-dessus. Et c'était à cette occasion qu'il a émis cette idée. À chacun de ces débats, il en a déjà fait 3, à chaque fois, il a, au détour d'une phrase, réémis cette idée d'une labellisation par les professionnels, c'est son terme. Alors précisons tout de suite que dans son esprit, ce n'est pas l'État qui labelliserait, mais le simple fait que le président de la République émette cette idée suffit à semer le trouble, bien sûr dans la classe politique avec les réactions dont vous avez parlé, mais aussi tout simplement dans la profession, tous médias confondus, parce que le fait que le chef de l'État lui-même se mêle de la façon dont la profession devrait s'autoréguler, forcément ça sème le trouble. Et il fait cela dans un moment où son socle reste malgré tout assez fragile. Pourquoi est-ce qu'il fait ça maintenant? Vous dites au fond, c'est qu'il a... Il a peu de levier. Il n'y a plus de levier, beaucoup moins en tous les cas, et donc il lui faut bien chercher des sujets sur lesquels peser. Exactement, il lui faut bien s'occuper, le mot est fort, mais sur le plan national, ses marges de manœuvre seront très restreintes depuis la dissolution. On voit bien qu'à chaque fois qu'il a eu un Premier ministre, il l'a subi. Il a subi Michel Barnier, il a subi François Bayrou, il a nommé Sébastien Lecornu, un proche, pour justement tenter de reprendre la main. Mais vous voyez bien que le jour où Sébastien Lecornu a suspendu la réforme des retraites, Emmanuel Macron a commencé à expliquer qu'en fait, c'était pas une suspension et ça a semé un énorme trouble dans le débat qui s'engageait au Parlement. Depuis, Emmanuel Macron fait attention, il s'efforce de ne pas parler des sujets nationaux. Sauf que comme il veut quand même exister dans le débat public et rester sur les écrans, il s'est emparé de ce sujet assez subitement. Il s'est emparé de ce sujet des réseaux sociaux, des algorithmes, de l'espace informationnel, du cyberharcèlement, de la protection des mineurs, surtout sur le registre du constat, parce que dans ces débats avec les lecteurs de la presse régionale, en fait, on s'en tient à, pas des généralités, mais on s'en tient en tout cas à un débat et un constat, sans qu'il y ait vraiment une action concrète derrière. C'est à cette occasion qu'il a émis cette idée, et comme maintenant, à cause de son impopularité, beaucoup de sujets qu'il touche deviennent tout de suite radioactifs, ça a aussi été le cas en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il n'était pas forcément obligé d'aller aussi loin. Effectivement, il aurait pu se contenter de propos un peu généraux. En tous les cas, cette proposition, elle a toutes les apparences de la fausse bonne idée. Est-ce qu'il a conscience, Emmanuel Macron, du potentiel polémique d'une telle idée? Il aurait dû en avoir conscience parce que même
au moment où il l'a émise pour la première fois en 2018. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelé les états généraux de l'information, donc une sorte de grande consultation pour voir ce qu'on pourrait améliorer dans le secteur de l'information, notamment face aux défis nouveaux posés par les algorithmes, les réseaux sociaux, et puis maintenant par l'intelligence artificielle. Et il était déjà sorti à l'époque l'idée d'une labellisation, d'une certification. Et en fait, la profession, mais vraiment tous médias confondus et toutes lignes éditoriales confondues, avait accueilli cette idée avec une certaine défiance. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais souscrit à cette idée-là. Alors quelques médias sont ensuite allés se faire certifier par une initiative de Reporters sans frontières, mais ça reste une minorité de médias et quasiment personne dans la presse écrite. Oui. Au fond, il est le seul à porter ce projet, Emmanuel Macron. Bah non, mais alors RSF a apporté une initiative qui est pas très loin, mais comme je vous le dis, ça n'a pas vraiment fait florès dans la profession. Mais dans la classe politique. Et surtout, oui, et dans la classe politique, évidemment. Alors il y a on note quand même qu'il y a plus de protestations à droite qu'à gauche, c'est-à-dire que comme si le sujet des médias, de la liberté d'expression, de la liberté d'information n'intéressait pas la gauche ou le mettait mal à l'aise, ou alors elle est trop occupée par d'autres sujets. Donc ça a beaucoup réagi dans la droite libérale et au Rassemblement national. Mais en effet, il apporte, si vous voulez, le débat dont il s'empare pose des bonnes questions, mais là il apporte une réponse qui est mauvaise parce que ce n'est pas celle qui est attendue par la profession. La profession attend plutôt une régulation d'acteurs américains et chinois et des réseaux sociaux et de leurs algorithmes qui en effet reconfigurent le champ informationnel, mais n'attend pas que l'État se mêle d'une labellisation des médias traditionnels. Alors ça a beaucoup réagi et fait rare, l'Élysée a tenté de désamorcer la polémique avec une vidéo publiée dès lundi soir d'ailleurs sur le compte X officiel de l'Élysée. On va regarder cette vidéo, on en parle ensemble juste après. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs que eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Louis, vous qui suivez l'Élysée de près pour le Figaro, c'est extrêmement rare que l'Élysée publie ce type de vidéo. D'habitude, le compte X, c'est plutôt quelque chose de très policé. Là, c'est quoi? C'est symptomatique d'un changement de ton de la présidence de la République? Alors ça a déjà été fait pour répondre à des fausses informations ici ou là, mais en effet c'est extrêmement rare. Et d'ailleurs ça se fait sur instruction directe d'Emmanuel Macron, parce que utiliser le compte de l'Élysée et donc engager la présidence de la République pour répondre frontalement à des médias d'une part et des politiques d'autre part, parce qu'on voit que les comptes de Bruno Retailleau, de David Lisnard, de Jordan Bardella sont directement épinglés avec la mention « Attention, fausse information », ça n'avait jamais atteint cette ampleur-là, la riposte que veut faire l'Élysée. Donc c'est une instruction directe d'Emmanuel Macron et le signe que il veut quelque part se mettre au même niveau que ces polémiques-là et leur répondre directement dans la bataille de récits, de narration qui s'est jouée là. Mais ça a surpris beaucoup de monde dans la classe politique, parce que c'est un peu une attitude d'influenceur, si vous voulez, de répondre, de faire un clash quelque part sur les réseaux sociaux avec un groupe de médias d'une part et un groupe de politiques d'autre part. Et l'autre élément étonnant est celui-là, c'est de mêler dans une même dénonciation de soi-disant fausses informations, à la fois des propos tenus par les politiques et des propos tenus par des groupes de médias. Et là, ça nous dit beaucoup de choses, des relations, de la conception que se fait Macron du groupe Bolloré, qui ne voit pas comme un groupe plus comme un groupe de médias, mais comme une force politique hostile. Ouais. Et il cible effectivement les médias du groupe Bolloré, notamment la chaîne CNews avec Pascal Praud, avec Philippe de Villiers, qui en sont les fortes incarnations. Mais est-ce qu'il n'a pas marqué un but contre son camp, Emmanuel Macron, avec cette vidéo? Parce qu'au fond, il n'a fait que relancer, amplifier la machine, bien sûr. Il a amplifié. Alors peut-être le souhaitait-il, souhaitait-il que cette confrontation directe avec les médias Bolloré d'une part et puis des personnalités comme Bruno Retailleau, Jordan Bardella, David Lisnard d'autre part soit visible. Mais ce faisant, il se met à leur niveau. Donc c'est
périlleux pour la stature du président de la République, qui normalement est le président de tous les Français, et c'est pour ça qu'il est très peu habituel que les comptes officiels de l'Élysée rentrent à ce niveau-là de politique et de confrontation brutale. Et ça a en effet remis une pièce dans la machine, puisque ça a permis à CNews de se victimiser. De fait, l'Élysée les pointe directement, ils ont pu répondre, et c'était parfaitement légitime de leur part. Et ça a relancé une polémique qui, en fait... si vous voulez, le président de la République s'est du coup embarqué dans une polémique avec la profession, il fait face à une incompréhension de la profession, et en plus de ça, avec une partie de la classe politique qui ne l'attend pas sur ces sujets. Et quand je disais que les sujets dont ils en parlent maintenant deviennent radioactifs, il faut quand même différencier ce qu'il fait en politique étrangère de ce qu'il fait en politique nationale. Personne ne conteste le fait qu'Emmanuel Macron soit aujourd'hui en Chine pour aller discuter des équilibres commerciaux, ait été il y a quelques jours en Afrique au G20 pour représenter la France dans une instance internationale. Personne ne conteste ça dans la classe politique, son action en termes de politique étrangère. On peut avoir des débats sur le fond, mais le fait qu'il s'en mêle n'est pas contesté. Mais vous avez remarqué, maintenant, à chaque fois qu'il se mêle d'un sujet de politique nationale, et là un sujet sensible qui est la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'information, eh bien tout le monde le tue dessus, y compris parce que on se demande pourquoi, à 18 mois de la fin de son mandat, et alors qu'il a été désavoué par les élections législatives provoquées par sa propre dissolution, on se demande encore pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère quelque part. Ouais, avec effectivement, donc on l'a dit, des réactions virulentes, les Républicains qui eux ont lancé carrément une pétition, et ils parlent d'une dérive aussi scandaleuse que dangereuse. La fonction des chefs de l'État ne l'autorise pas à se comporter comme un censeur en chef. Alors c'est vrai que les mots malgré tout ont un sens. Est-ce que c'est une dérive ou est-ce que c'est une censure qu'il veut mettre en place Emmanuel Macron? Non, je crois que déjà il est vrai qu'il a tout de suite précisé, il le précise depuis le début, que ce rôle ne serait pas confié à l'État. Donc certains lui font, y compris à droite, lui font dire ce qu'il n'a pas dit. Il ne veut pas créer un ministère de la vérité. Il n'a pas été question de ça. Mais vous avez vu la vidéo dans laquelle il s'exprime. Il est quand même étrange d'entendre le président de la République expliquer aux journalistes ce qu'il devrait faire, comment il devrait s'autoréguler. Le simple fait qu'il soit dans ce registre de la suggestion, pour ne pas dire de l'injonction, pose un problème et jette un soupçon. Et ajouter à cela sa décrédibilisation, son impopularité, il n'est vraiment pas le mieux placé en ce moment pour expliquer à la presse ce qu'elle doit faire. Notamment aussi parce que depuis le début de sa présidence, il impose à la presse une distance qui parfois empêche les journalistes de bien faire leur travail. Je vous rappelle que l'une de ses premières décisions a été de vouloir fermer la salle de presse qui était dans la cour de l'Élysée, donc empêcher les journalistes d'observer des allées-venues dans la cour et de pouvoir être pas trop loin du pouvoir pour faire leur travail de couverture de l'exécutif. Ça ne s'est pas fait dans ces conditions-là parce que la presse, heureusement, a protesté, mais on voit quand même dès le début de la présidence Macron un rapport assez particulier à la presse et à la liberté de l'information. Sur le fond, Louis, vous l'avez un peu évoqué, mais comment est-ce que ça s'organiserait concrètement, ce projet qui serait chargé donc de ces fameux certificats, de ces fameux labels? Comment est-ce que ça s'organiserait? En fait, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ce serait donc la profession qui mettrait ça en place elle-même. Donc c'est en fait une injonction à nous autoréguler. Moi, je ne vois pas en fait. Déjà, je pense qu'il y a une inutilité initiale de ce projet, parce que jamais un lecteur ne m'a dit tiens, j'ai cherché tel ou tel label pour voir si cette information était juste sur ce post sur les réseaux sociaux, sur cet article, sur cette vidéo, sur ce contenu. Je ne pense pas que ce soit une attente du lectorat, du public de l'information, ni de la profession elle-même. Alors Emmanuel Macron, c'est ce qu'a fait Reporters sans frontières. Alors c'est une sorte de certification que RSF confie à des cabinets. En fait, c'est un audit. Vous vous faites auditer, puis vous avez une certification de type ISO, comme les certifications pour l'industrie ou les services. Bon, très bien. Mais alors, premièrement, ce que je dis reste vrai à mon avis, c'est-à-dire que le lecteur ne cherche pas forcément, avant de lire un article, si tel ou tel type de certification a été apporté. Et ensuite, ça menace le pluralisme dans le sens où si les certificateurs ne vont aller certifier qu'un seul type de média plutôt orienté à gauche, ça veut dire qu'en fait, on certifierait les médias selon leur ligne éditoriale. Et surtout, ce que dit Emmanuel Macron apporte au soupçon, si l'État lui-même et si le chef de l'État encourage ce type de certification, ça jette un soupçon dans le sens où on se dira, en fait, les médias qui ne sont pas labellisés, c'est les médias avec lesquels l'État n'est pas d'accord, et inversement pour les médias qui seraient labellisés. Donc moi, je ne vois pas de système, et beaucoup d'acteurs de la profession sont d'accord avec ça, de système dans lequel ça fonctionnerait convenablement. Et surtout, je pense que Emmanuel Macron est un petit peu à côté de la plaque sur
la réponse à apporter aux enjeux posés par le numérique. La priorité de la puissance publique, c'est qu'elle se déploie pour répondre au nouveau monde imposé par les GAFAM, par TikTok, plutôt que se mêler de la manière dont les médias traditionnels vont s'autoriser. Et c'est d'ailleurs d'autant plus étonnant qu'il existe déjà une autorité chargée de veiller, vous parlez du respect du pluralisme dans les médias, il existe une autorité administrative indépendante, l'Arcom, ex-CSA, qui justement, est-ce que c'est pas au fond le travail de l'Arcom Alors si, l'Arcom régule, l'Arcom ne régule que les médias audiovisuels, vous allez dire c'est déjà pas mal, c'est pas mal de travail. D'ailleurs, à ces missions, c'est ajouté la régulation des réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure il est possible de mener ça à bien. Mais par exemple, le Figaro n'est pas régulé par l'Arcom. Heureusement d'ailleurs, voilà, ça nous donne plus de liberté et plus de latitude quand même. Mais en effet, il y a ce régulateur qui existe. Et précisément, la semaine dernière, Reporters sans frontières avait publié une étude à charge contre CNews qui serait accusée de ne pas respecter le pluralisme. L'Arcom l'a désavoué en publiant ses propres chiffres, en disant que si les temps de parole étaient respectés sur CNews. Donc le tiers de confiance désigné par Emmanuel Macron dans l'association RSF est quand même mis en cause. Donc s'il y a une régulation qui existe déjà. Par ailleurs, dans la profession journalistique, ça n'est pas le grand n'importe quoi. Il y a une commission de la carte de presse qui délivre des cartes de presse selon des critères qui sont précis, c'est-à-dire est-ce que les revenus d'une personne viennent majoritairement du journaliste et viennent majoritairement d'une entreprise de presse qui est reconnue comme telle, et c'est le critère d'attribution de la carte de presse. Donc en réalité, la profession journalistique, elle se régule déjà, il y a déjà des instances, il y a déjà des règles, il y a des chartes de déontologie, ça existe, ça ne veut pas dire que c'est parfait, les journalistes sont une profession suffisamment décriée pour qu'on sache et on ait conscience que nous ne sommes pas du tout parfaits et qu'il y a des manques à couvrir, mais je ne crois pas que ce soit le rôle du président de la République d'expliquer comment il faudrait le faire. Comment réagit la Macronie à tout cela, vous qui êtes en lien quotidiennement avec eux pour aller effectivement chercher des informations, des confidences? Comment réagissent les proches du chef de l'État? Parce qu'au fond, ça ne fait pas l'unanimité non plus. Non, et même même le fait de faire cette vidéo, vous voyez, cette riposte frontale de l'Élysée, ça a gêné beaucoup de gens en Macronie, y compris dans l'entourage du président de la République. Le fait de ce projet d'encourager la labellisation des médias, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça à l'Élysée. Après, la Macronie, il faut voir ce qu'il en reste. Déjà, beaucoup d'anciens macronistes ont désormais pris le large et cherchent plutôt comment ils vont pouvoir garder leur mandat en 2027, quel candidat à la présidentielle ils vont soutenir, bref, qui va les sauver quelque part après cette fin de règne qui est crépusculaire. Et puis surtout, Emmanuel Macron s'attaque là à un débat qui est complètement hors du champ de préoccupation actuel des parlementaires macronistes, qui est le budget. Je rappelle que si les discussions budgétaires capotent, il y a un risque de censure du gouvernement, il y a un risque que Sébastien Lecornu tombe alors qu'Emmanuel Macron l'avait nommé là pour qu'il le protège, il y a un risque de dissolution. Bref, ça remettrait Emmanuel Macron au cœur d'un jeu politique très incertain et face à une nouvelle crise politique. Donc en réalité, ce débat n'a pas eu beaucoup d'écho en Macronie parce qu'il y a un détachement vis-à-vis de la personne du président et parce que les préoccupations sont tout autres. Et parce que cette proposition, au fond, n'a pas vraiment d'avenir? Non. Non, même la plupart, soit la classe politique s'en désintéresse, soit elle a protesté pour défendre la liberté d'expression et d'information. Mais on voit Emmanuel Macron en fait a presque risqué d'enterrer sa propre proposition en parlant et en insistant dessus, parce que ça a permis à ses opposants d'en faire leur chou gras et de réagir, et ça a permis aussi au secteur de dire ça n'est pas notre attente, ça n'est pas une bonne idée, les enjeux sont d'ailleurs, ils sont bien plus immenses qu'une simple labellisation de médias autorisés ou non. Merci beaucoup. Merci à vous. Louis Alter, journaliste politique au Figaro, en charge du suivi de l'Élysée. Je rappelle que vous êtes également en librairie ces temps-ci avec La Foudre et les Cendres aux éditions de l'Observatoire et ce passionnant récit des secrets justement de la succession interdite avec bien évidemment 2027 en ligne de mire. On va quitter la sphère purement politique à présent, encore que on va maintenant se pencher sur l'enquête sur l'une des plus importantes catastrophes de l'histoire de l'aviation, une nouvelle fois relancée. Vous vous souvenez peut-être de la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines le 8 mars 2014, censé relier Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à bord. Le ministère malaisien des Transports a annoncé la reprise des recherches plus de 11 ans après les faits et alors que les familles réclament toujours des informations pour savoir ce qui est arrivé à leurs proches. C'est le cas de Guylain Watrelot, s'il est avec nous dans un instant. Écoutez d'abord les témoignages justement des familles de victimes. There is no closure until the plane is found, until we exactly know what happened to the aircraft and to our loved ones on board. Yes, it gets tougher every year because we are all expecting, some answers.
We have absolutely no idea why it disappeared and where it is. And that's not a happy situation to be in for you, for me, and for anybody in the world, and for everybody who flies to their destinations day in and day out. Because if it's happened once, I believe it could happen again. Bonjour Guylain Watrolos. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes hélas habitué des médias depuis ce funeste jour du 8 mars 2014 et la disparition de ce vol donc de la Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Pékin. Vous avez perdu votre femme, 2 de vos enfants dans cette catastrophe. 239 personnes au total disparues, dont 4 Français. Et donc depuis plusieurs années, je le disais, vous vous exprimez comme beaucoup d'autres familles de victimes, de disparus, votre colère de ne toujours rien savoir réellement de ce qui est arrivé précisément à vos proches. Je rappelle d'ailleurs que vous avez publié un livre en ce sens, il y a quelques années, Vol MH370, une vie détournée aux éditions Flammarion, c'était en 2018. D'abord, comment réagissez-vous à cette annonce par le gouvernement malaisien cette semaine de la reprise des recherches à partir de la fin décembre 2025 ? C'est un vœu qui était exprimé depuis longtemps par les familles disparues. Alors j'ai 2 réactions. La première réaction, c'est bien, on en reparle. On peut continuer à dire, on n'a toujours pas de réponse, donc il faut continuer la recherche. Donc je suis très content qu'on continue la recherche. Ma deuxième réaction, c'est malheureusement encore un coup d'épée dans l'eau. C'est que je ne crois pas à 2 secondes à l'issue de ces recherches, parce qu'à mon avis, on ne recherche pas au bon endroit. Et je ne crois pas du tout à ces recherches. Vous n'attendez rien de ces recherches ? Non, je n'attends rien parce qu'on cherche là où l'avion n'est pas tombé, selon moi, encore une fois. Et il faut savoir que ces recherches se basent sur des données qu'on appelle des données satellites d'une société qui s'appelle Inmarsat, qui dit avoir suivi l'avion pendant 8 heures. D'abord, Inmarsat l'a dit 1 semaine après. Donc c'est venu beaucoup plus tard. Et depuis, il y a des groupes de travail, il y a plein de gens extrêmement compétents qui analysent ces données et qui vous vont donner un point de chute de l'avion. Et tous les 2 ans, on a un point de chute différent. Et à chaque fois, on cherche et on ne trouve pas. Donc, et vous avez l'impression, au fond, que les autorités font semblant de chercher ? Oui, absolument. Font semblant de ne pas savoir ? Absolument, parce que je pense que la réponse, on ne peut pas la donner. Et on n'a pas donné de réponse, donc on cherche. Et puis, il y a des groupes de travail à chaque fois qui disent non, l'avion est tombé là. Donc on va en suivre un et on va chercher pour faire croire qu'on continue à chercher, oui. Alors, rappelons donc que dans cette affaire, il y a eu 2 salves de recherche jusqu'à présent. D'abord dirigées par l'Australie pendant 3 ans, jusqu'en 2017. Recherches qui n'ont hélas rien donné. Et puis ensuite, en 2018, avec la société britannique Ocean Infinity, la même que celle d'ailleurs qui est de nouveau mandatée à partir de la fin décembre. Et hélas, effectivement, ni corps, ni boîte noire, ni même épave ont été retrouvés, seulement quelques débris. Pourquoi est-ce que vous, depuis le début, vous avez cette conviction que l'on vous cache quelque chose ? Bah oui, depuis la première semaine. Parce qu'il faut se rappeler comment ça s'est passé. L'avion disparaît un jour, l'avion disparaît après 1 heure de vol. D'accord ? Pendant 1 semaine, on ne sait rien et on cherche l'avion plutôt côté mer de Chine, parce que c'est là où il a disparu. Et puis au bout d'1 semaine, voilà, avec Inmarsat, tout d'un coup on nous dit, il y a à la fois Inmarsat qui dit j'ai pu suivre l'avion pendant 8 heures, pourquoi il le dit au bout d'1 semaine, et pire, il y a les Malaisiens qui nous disent au bout d'1 semaine, au fait, nos militaires ont suivi l'avion ce soir-là, il a fait demi-tour et il est retourné de l'autre côté. D'accord ? Donc à des milliers de kilomètres de là où on l'a cherché pendant 1 semaine. Donc expliquez-moi pourquoi les Malaisiens savaient que l'avion, soi-disant l'avion avait fait demi-tour, alors qu'on le cherche à un autre endroit, à des milliers de kilomètres. Donc ça, je suis désolé, ça prouve dès le départ qu'il y a un gros problème et qu'on cherche à nous cacher la vérité. Qui cherche à vous cacher la vérité ? Vraisemblablement les responsables de cette disparition. Moi, je pense que l'avion, il a bien disparu là où on l'a perdu. Je pense, depuis j'ai mené l'enquête, je pense que cet avion a été abattu à peu près à cet endroit-là, et qu'il a fallu cacher, à un moment donné, au bout de 8 jours, il a fallu cacher, et on cherche l'avion là où il n'est pas tombé. Vous, votre conviction, effectivement, donc et vous l'avez exprimé déjà, c'est celle d'une manœuvre militaire, finalement, qui aurait mal tourné. Oui, absolument. Vous pensez aux États-Unis ? Je pense bien évidemment aux États-Unis, parce que il faut comprendre comment ça se passe, en fait. Il faut comprendre que les États-Unis sont à Kuala Lumpur le lendemain. Les États-Unis, donc la CIA, est le lendemain à Kuala Lumpur et va chez le pilote pour prendre son simulateur de vol.
la CIA. Ce n'est pas la CIA qui est en charge des recherches, parce qu'il y a des règles internationales dans ce genre d'événement. Officiellement, c'est la Malaisie qui est en charge de la recherche. Mais la CIA va prendre ce simulateur de vol du pilote le lendemain. Pourquoi la CIA est sur place? Prend le simulateur, n'a jamais fait de rapport à qui que ce soit sur ce qu'ils ont trouvé sur ce simulateur, et n'a jamais versé quoi que ce soit à l'enquête. Donc première chose. Deuxième chose, ce sont une semaine plus tard, Inmarsat, une société anglaise, qui est très lié au service secret anglais, qui dit « By the way, j'ai suivi l'avion pendant 8 heures ». Et c'est ça qui a permis de dire l'avion, finalement, il y a des milliers de kilomètres là, il est tombé dans l'océan Indien. D'accord ? Société anglaise, américain. Et troisième intervenant, ce sont finalement les Australiens qui cherchent. Quand vous dites ça à n'importe quel service secret dans le monde entier, vous dire « Ah bah oui, là, on est en plein dans ce qu'on appelle les Five Eyes », les services secrets anglo-saxons, qui ont pris le projet en charge et qui sont en train de vous verser une version à leur sauce. Donc vous considérez, votre hypothèse, c'est que les États-Unis, la Maison-Blanche, la CIA en tout cas, seraient de mèche avec les Britanniques, avec les Australiens, les Malaisiens, pour vous cacher la vérité. Je pense que les Malaisiens sont les dindons de la farce. Hein. On leur a demandé de prendre cette version-là. Je vais vous donner juste un exemple. Visite historique d'un président américain. Jamais un président américain n'est allé en Malaisie. Obama va en Malaisie 1 mois plus tard. Et on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans cet avion, il y a essentiellement des Chinois. Les Chinois sont extrêmement critiques au départ, jusqu'à la visite d'Obama. Visite d'Obama en Malaisie, il se passe quelque chose, visiblement une négociation, et à partir de ce moment-là, les Chinois disent aux familles, allez, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, on va régler le problème, on va vous indemniser, c'est terminé, vous n'avez plus le droit de manifester. Pourquoi cet avion aurait-il été abattu? Parce qu'il y a vraisemblablement quelqu'un et quelque chose dans l'avion qui ne doit pas arriver à Pékin. C'est votre intime conviction, et c'est la raison pour laquelle vous pensez aux États-Unis, et vous pensez que la Maison-Blanche vous cache quelque chose. Oui, pas que la Maison-Blanche, mais vraisemblablement. En tout cas, j'ai la preuve que je vais vous donner d'autres exemples. J'ai la preuve que sur zone, il y a des AWAC. Donc, vous savez, ces avions avec ces champignons qui voient à 600 km à la ronde et qui voient tout. Donc, de toute façon, on sait les Américains savent où est l'avion. C'est pas les seuls. Les militaires malaisiens, vraisemblablement, l'ont suivi aussi. Donc, il y a des tas de radars qui n'ont pas donner leurs données ce soir-là. Si on suit la trajectoire que soi-disant a fait l'avion, il y a une dizaine de pays qui ont dû suivre cet avion. La Malaisie, Singapour, l'Inde, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, j'en passe et des meilleurs. Ces gens-là n'ont jamais donné leurs données. Soi-disant, si l'avion a fait tout ce trajet-là, ils auraient dû le voir. J'insiste là-dessus, sur cette idée de choses cachées, parce que vous avez conscience de l'ampleur quand même de ce que cela représenterait. Ce serait un mensonge d'État absolument considérable. On parle quand même de la vie de 239 personnes. Oui, absolument. Mais comment vous expliquez qu'un avion, l'avion le plus sûr du monde, le Boeing 777, disparaisse dans une zone qui est surveillée comme le lait sur le feu. Cette zone est extrêmement surveillée. Et personne n'a vu l'avion. C'est pas possible. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux, dans les médias, des bouquins, etc. Beaucoup de choses sur cette affaire depuis la disparition tragique de cet avion. Et certains disent, attendez, il y a énormément de théories complotistes autour de cette disparition. Que leur répondez-vous ? Je ne sais pas. Moi, je dis que ce qu'on nous dit n'est pas possible, pour 2 raisons. Cet avion ne disparaît pas comme ça, on l'a suivi. Donc, pourquoi on ne nous dit pas qu'on l'a suivi? Pourquoi on ne nous dit pas ce qui s'est passé? Voilà. Et que le trajet qu'on nous donne n'est pas possible parce qu'il y a 10 États qui auraient dû le voir. Donc, pourquoi, encore une fois, ces 10 États? Donc, complotiste, ça ne veut dire pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui se taisent et qui savent quelque chose. Donc après, est-ce que c'est du complot, est-ce que c'est pas du complot? Si cette société donc qui va être chargée là, à nouveau de ces recherches, donc Ocean Infinity et de Mesh, ça veut dire qu'on fait exprès de chercher au mauvais endroit. Ce que disent les autorités, c'est que le périmètre va être beaucoup plus restreint. On parle d'une zone de 15 000 km² contre les 120 000 à l'origine. Théoriquement, ça devrait rendre les fouilles plus efficaces. Ouais. Non, mais tant mieux qu'ils cherchent. Si je trouve l'avion, tant mieux, ça prouve que j'ai tort et je serai satisfait. Et on aura peut-être des réponses, mais j'y crois pas. Et je peux dire juste un mot sur Ocean Infinity. Ocean Infinity, c'est des gens qui cherchent des trésors dans la mer. Donc, ils cherchent des épaves. C'est leur métier. La dernière fois, c'est eux qui ont cherché aussi. Ils sont absolument pas transparents.
Il n'y a pas un journaliste sur le bateau, il n'y a bien évidemment pas de famille sur le bateau. Et la dernière fois, dites-moi pourquoi, mais ils ont coupé leur communication pendant quelques jours. Donc on ne savait pas où ils étaient. Donc vraisemblablement, ils étaient tombés sur une épave. Ils ne voulaient sûrement pas dire qu'ils étaient là. Donc Ocean Infinity, c'est un coup de pub pour eux. Alors effectivement, ça coûte rien à aller au gouvernement malaisien parce qu'Ocean Infinity dit je le fais gratuitement. Si je trouve l'épave, vous me payez. D'accord ? Mais c'est encore un coup de pub pour Ocean Infinity qui cherche des épaves et qui se fait de la pub en même temps. Alors si les recherches ont pu reprendre, c'est grâce en grande partie au courage, à la ténacité des familles et dont vous faites bien évidemment partie. Certaines familles d'ailleurs se disent prêts ou en tout cas ont ouvert l'hypothèse à financer eux-mêmes de nouvelles recherches, à les organiser eux-mêmes. C'est une hypothèse qui est sur la table, ça. Oui, mais ça coûte très cher. Ouais. Ça coûte très très cher ce bateau-là, Ocean Infinity. Je ne sais plus quel est le prix à la journée, mais c'est extrêmement cher. Donc malheureusement, on n'a pas les moyens de le faire. Vous êtes en contact toujours, j'imagine, avec d'autres familles. Quel est l'état d'esprit Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui au moment où le gouvernement annonce que de nouvelles recherches vont être menées? On est en contact, on est tous très contents qu'on en reparle et que les recherches continuent. Donc ça veut dire qu'on n'a pas clos le dossier. Ça c'est très bien, on est tous très contents. Après, communiquer avec la famille, il faut comprendre que l'essentiel des familles sont des Chinois. C'est très difficile de communiquer avec les Chinois, d'autant plus qu'on ne le laisse pas forcément communiquer. Donc ça, ils n'ont pas le droit de manifester, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc ils ne parlent ni français ni anglais, donc c'est très difficile de parler avec eux. Il y a les Malaisiens qui sont aussi un peu dans la même situation. Et finalement, ma famille, on est les seuls Français, les seuls, je dirais, Européens dans cet avion. Donc on est un peu seuls. Mais les familles, oui, tous les ans, on fait un événement ensemble, on se voit tous les ans et on essaye de reparler du sujet, mais on a du mal à travailler ensemble quand même. Vous dites que vous êtes un peu seul. Vous l'avez exprimé ça aussi il y a déjà quelques années, notamment en 2018, 2017 également. Et vous aviez à l'époque, vous n'étiez pas tendre avec le président de l'époque, François Hollande, que vous accusiez de ne pas en faire suffisamment pour découvrir la vérité. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous pensez, au fond de vous, que François Hollande, comme son successeur d'ailleurs Emmanuel Macron, connaissent la vérité sur cette affaire? Alors moi, je vais vous dire, je suis persuadé que François Hollande connaît la vérité. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, c'est lui qui est effectivement au pouvoir à ce moment-là. Il faut savoir que le gouvernement n'a pas communiqué sur cette affaire jamais. Jamais. Aujourd'hui, quand vous avez un Français qui se prend un coup de poing à Bamako ou au Vietnam, vous allez avoir un petit filet sur le ministère des Affaires étrangères qui va expliquer l'incident, je sais pas quoi, où un Français disparaît, on va en parler. Là, il y a quand même 4 Français dans l'avion qui disparaissent, on n'en parle pas. C'est quand même extrêmement surprenant. Nous, on demande à être reçus, on n'est pas reçus. On a mis 1 an et demi à nous recevoir. Donc pourquoi ce silence alors que 2 mois plus tard, un avion est abattu sur l'Ukraine, de la même compagnie, même avion. On parle de l'avion de la Malaysia Airlines qui est abattu, là on sait, par des Russes, en Ukraine. Là, François Hollande monte au créneau, il n'y a pas de Français dans l'avion, monte au créneau et dit « faut une enquête internationale, tout de suite ». Il en parle 2 fois. Peut-être parce que la preuve était en l'état, et vous le disiez, beaucoup plus évidente. Oui, la preuve est évidente. L'avion, on l'a retrouvé, il y avait des débris, mais pourquoi il n'a rien dit sur le nôtre alors qu'il y avait des Français? Pourquoi il s'exprime sur un avion où il n'y a pas de Français et il va s'exprimer tout de suite sur un avion où il n'y a pas de Français? Est-ce que vous avez pu échanger avec Emmanuel Macron? Non, j'ai pu échanger avec Hollande, avec Emmanuel Macron, jamais. Cette équipe n'a jamais voulu me recevoir. Vous lui avez fait la demande, il a refusé de vous recevoir? Refusé, j'ai jamais eu... Il n'a pas donné suite à cette demande. Et vous pensez que lui aussi est au courant? Je ne sais pas, en tout cas, il n'a pas voulu s'impliquer dans cette histoire. Quand vous reportez un regard, quand vous repensez à ces 11 années, qui nous séparent, plus de 11 ans d'ailleurs, qui nous séparent de ce drame, de cette disparition, quel regard justement portez-vous sur ces années? Vous avez reconstruit quelque part votre vie, en tous les cas, c'est... l'impression que ça donne de l'extérieur, puisque vous avez, je crois, fondé une société, etc. Mais vous, comment allez-vous quand vous repensez à tout cela? Écoutez, moi, je vais très bien. Cette histoire est toujours avec moi, elle fait partie de moi-même, mais je vais très bien. C'est-à-dire que ça met du temps, mais le bonheur que j'avais dans cette histoire, c'est qu'il me restait un fils qui avait 20 ans à l'époque.
Donc il fallait que je lui montre que la vie était belle et que quand on a 20 ans, le monde est à nous. Donc c'était vraiment ça qui m'a fait tenir. Donc j'ai voulu lui montrer l'exemple. J'ai voulu lui montrer l'exemple, effectivement, en continuant à travailler, en fondant une société. Je me suis remarié, etc. Tout ça, ça a mis du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça met beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je pense que je vais très bien. J'ai une vie tout à fait normale. Je pense que je suis de nouveau heureux. Mais cette histoire est toujours derrière moi. Et ça reste un combat que je veux continuer à mener. Jusqu'à votre dernier souffle, vous chercherez à comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est pas un combat que je mène tous les jours. Enfin, j'en fais beaucoup moins. Mais parce que je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire. Et je me bats contre des gens beaucoup plus forts que moi. Donc, mais c'est un combat. Je ne veux pas refermer la page. Et je veux pouvoir donner à mon fils un jour... pour la raison pour laquelle il a perdu son frère, sa sœur et sa maman. Vous espérez toujours, vous ainsi que votre fils, que la vérité puisse éclater un jour, en tous les cas que vous puissiez connaître vraiment les vraies raisons de cette disparition. Oui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Guylain Wattrelos, pour votre témoignage. On espère que les recherches permettront d'élucider évidemment ce mystère, même si on a bien compris votre exaspération dans cette affaire qui ne hélas, n'avance pas, ces recherches qui n'avancent pas. Merci beaucoup pour votre témoignage dans notre émission aujourd'hui. On va maintenant revenir sur un autre sujet de préoccupation qui, hélas, s'installe semaine après semaine au plus haut niveau, justement, de nos préoccupations, la chute drastique de la démographie en France et ailleurs également dans le monde d'ailleurs. La Cour des comptes alerte cette semaine sur la menace que cela fait peser sur notre économie. Alors, on se pose toujours cette question, comment relancer notre natalité en berne ? Eh bien, mon prochain invité, psychologue clinicien, il a un remède et pour lui, la question est avant tout psychologique et affective. Beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir des enfants sont dissuadés de passer à l'acte au nom de considérations économiques. Mais quand on regarde aussi l'histoire, on se rend compte que, objectivement, les conditions économiques aujourd'hui sont bien supérieures à ce qu'elles étaient par le passé. Et donc, ce qui a changé, ce n'est pas tant que les conditions économiques se sont objectivement dégradées, c'est que nous vivons dans un monde où les considérations économiques sont devenues absolument déterminantes. Donc, effectivement, c'est d'abord d'un point de vue économique que la question va être abordée. Mais pendant des millénaires, si vous voulez, les gens ont eu des enfants sans avoir ce souci-là, alors même qu'ils allaient vivre dans une très grande précarité. Bonjour Maxence Carsana. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes psychologue clinicien à Toulouse et vous êtes auteur de ce livre « Hommes, femmes, sortir des idées toxiques, votre mémo pour la génération Z » publié aux éditions Salvator. Vous analysez dans ce livre les causes, les ressorts également de la crise de la natalité en France, de l'effondrement des mariages et plus généralement du malaise persistant, selon vous, entre les hommes et les femmes dans toutes les générations et en particulier dans la fameuse génération Z. On va en parler. D'abord, les chiffres sont sans appel, mois après mois, c'est l'INSEE qui le dit. Les naissances continuent de baisser en France. Voici les derniers, en mois d'octobre. 55 165 naissances ont eu lieu en France et 3,6% de moins que octobre 2024, sachant que déjà l'année dernière, nous avions enregistré sur l'ensemble de l'année 2024 le niveau de naissance le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tendance qui donc se confirme en 2025. Est-ce que la France doit se préparer à être un pays de vieux ? Alors, je pense que oui, parce que c'est une tendance qui ne concerne pas que la France, mais quasiment le monde entier. Et toutes les prévisions à l'horizon 2050 ou d'ici la fin du siècle indiquent une chute de la natalité dans quasiment tous les pays, à l'exception peut-être de certains au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et les mécanismes qui sont derrière ne sont pas totalement identifiés, même si on en a quelques-uns qui sont de bons candidats. Et les débats actuels tournent autour principalement de la question économique, la question du logement, la question du manque de confiance dans l'avenir. Tous ces facteurs-là ont une importance, mais à mon avis sont un peu insuffisants pour expliquer ce scénario qui se déroule dans le monde entier. Et je creuse justement des questions d'ordre plus psychologique. Et c'est effectivement votre piste, et c'est là que c'est intéressant, parce que toutes les pistes, évidemment, sont à étudier. La vôtre est assez novatrice. On va en parler. Un mot, d'abord, quand même, sur ce rapport également de la Cour des comptes cette semaine, qui alerte sur les conséquences de ce vieillissement démographique. Et la Cour des comptes qui souligne, au-delà d'ailleurs de la simple question des retraites, qui est évidemment dans le débat, les risques qui pèsent sur notre économie. Avec ces chiffres, selon les projections actuelles, la population en âge de travailler, c'est-à-dire en gros 20-64 ans, diminuerait de 38 millions en 2024 à 34,6 millions en 2070. On va droit dans le mur à ce rythme-là.
Alors, je ne suis pas économiste, donc sur les conséquences directes, ça ne sera pas moi qu'il faut consulter. Mais d'une manière ou d'une autre, oui, on va vers un choc. La question, c'est à quel point il est possible de l'absorber et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réguler un peu cette chute. Moi, je pense qu'il est impossible de totalement l'arrêter, voire de renverser la donne. Pour autant, il ne faut pas se décourager dans le sens où une toute petite différence sur le taux de natalité peut avoir de grandes conséquences en positif comme en négatif sur le nombre de petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. Donc il ne faut pas se laisser intimider par les chiffres. Mais pourquoi ce réarmement démographique d'Emmanuel Macron, c'était quand même il y a déjà maintenant plus d'1 an et demi, ne fonctionne-t-il pas Vous avez un regard de psychologue, mais sur les psychologies justement, eh bien, il y a des leviers qui peuvent jouer, notamment la réforme du congé parental, son plan également de lutte contre l'infertilité. Pourquoi ça ne marche pas tout cela ? Parce que la principale raison, à mon avis, c'est que la famille, le fait de fonder une famille, est un domaine d'épanouissement qui est en concurrence avec d'autres domaines qui sont disponibles dans les sociétés modernes. Comme quoi, par exemple ? Eh bien, la carrière, les aventures sentimentales, les voyages, tout un tas de passions qu'on pourrait vouloir avoir à côté. Fonder une famille, ça prend du temps, notamment trouver la bonne personne, vérifier que les choses puissent à peu près bien tourner. C'est pas un projet qui se démarre au dernier moment. Et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un temps, parce qu'on vit selon notre temps grâce aux technologies modernes, mais notre fenêtre de fertilité n'a pas bougé, notre biologie reste la même. Et justement, alors c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est le cœur de votre livre sur l'analyse du comportement de cette génération Z, donc génération en gros née en 90-2010, et qui aujourd'hui est d'ailleurs encore en âge de procréer. Vous analysez cela, encore une fois, sous l'angle psychologique, affectif. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même de passer à côté d'une grille de lecture ? Vous disiez, je ne suis pas économiste. Beaucoup disent, attendez, la question, c'est celle du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, concrètement, faire des enfants, on n'a plus les moyens. Je ne nie absolument pas que ces facteurs-là ont une importance. Ils ont même sans doute une importance vraiment, vraiment forte. Pour autant, on voit que les aides à la natalité qui sont organisées dans tout un tas d'autres pays, notamment la Hongrie, ont des résultats très limités, voire, je ne vais pas dire inexistants, on ne va pas essayer d'être pessimiste à ce point-là. Mais il y a un problème de mise en couple, surtout. Oui. C'est ce que dit d'ailleurs pour le coup l'économiste Maxime Bailly. Au fond, aucun bébé n'est né d'un crédit d'impôt. Voilà. Si on pousse malgré tout ce raisonnement, ça veut dire qu'au fond, ce déclin démographique, le risque, c'est qu'il soit inéluctable, parce que ça veut dire qu'aucune politique nataliste ne permettra finalement de l'endiguer. Alors, inéluctable, ça dépend la portée du mot. Ça finira par rebondir sur le long terme, je pense, parce que tout simplement, le désir d'enfant dépend en partie de notre personnalité. Il y a des gens qui sont plus faits pour ça que d'autres, et on le voit aujourd'hui, tout simplement, chacun choisit sa trajectoire de vie, et sur le long terme, tout simplement, ceux qui ont ces dispositions-là finiront par hériter du monde dans une certaine mesure. Donc sur le très long terme, c'est pas la fin du monde. Par contre, les conséquences à court terme sur l'économie, il va falloir les gérer. Oui. Alors vous, effectivement, et donc votre thèse, c'est qu'au fond, c'est une question de choix. Et il y a un mot qui revient régulièrement dans ce livre, c'est ce phénomène de l'inquiétude de la génération Z. Qu'est-ce qui a changé justement, selon vous, dans l'appréhension de la natalité, justement, dans la génération actuelle, en âge de procréer, par rapport à celle de nos parents ? Je pense que c'est indirectement lié à l'anxiété qui tourne autour du couple. C'est qu'aujourd'hui, on cherche quelqu'un pour compléter un projet de vie qu'on a déjà défini à l'avance. Ce qui change par rapport aux générations précédentes, où on avait plus besoin les uns des autres, et on choisissait un individu autour duquel on faisait ensuite des choix de vie. On organisait votre vie de façon à rester avec cette personne-là. Aujourd'hui, si on choisit quelqu'un sur CV, on est forcément plus exigeant, ça prend plus de temps. Et le temps que l'on trouve, c'est des années en moins consacrées à la fondation d'une famille, tout simplement. La question, c'est celle également de savoir si cette génération est prête à sacrifier, on va dire, un certain confort pour avoir des enfants. C'est plus le cas aujourd'hui, selon vous ? Alors, c'est plus le cas aujourd'hui parce que les conditions nous permettent d'esquiver la question de... Enfin, là, on a un confort qui nous permet de penser à autre chose. Je ne dis pas que les générations précédentes étaient nécessairement plus vertueuses. Je pense que c'est une question de contexte de vie. Et nous aurions vécu dans les conditions de nos grands-parents, nous aurions fait les mêmes choix. Et nos grands-parents auraient vécu aujourd'hui, ils auraient eu les mêmes difficultés. Alors, plus profondément, et c'est là aussi que c'est intéressant, parce que dans ce livre, vous allez analyser l'évolution des rapports hommes-femmes. Et vous dites, au fond, c'est comme si aujourd'hui, il y a un malaise qui s'est installé. C'est comme si les hommes et les femmes ne se comprenaient plus. Et c'est en ce sens que vous proposez une analyse affective. Et vous dites, je vous cite, vous parlez d'un certain féminisme revanchard qui travaille main dans la main, malgré son opposition apparente, avec un masculinisme agressif pour éloigner les jeunes hommes et les jeunes femmes les uns des autres. C'est-à-dire que
crise de la natalité, pardon, selon vous, c'est avant tout une crise du couple? Alors oui, mais je voudrais tout de même dépassionner le débat. Je pense que les idéologies n'influencent pas tant que ça les trajectoires personnelles. C'est plutôt un symptôme qu'une cause. C'est plutôt un facteur de deuxième ou troisième ordre. C'est que d'abord, ça se passe mal pour les raisons des conditions de vie d'aujourd'hui. Et on va ensuite chercher à tisser des explications. On va se rassembler sur les réseaux sociaux, on va partager nos expériences et petit à petit, on va théoriser à partir de cela. Sauf qu'on théorise à partir de cas exceptionnels, de niches qui sont particulièrement éloignées de la vie de la plupart des gens. Et donc, on peut être tenté d'exagérer certaines choses, notamment les différences psychologiques entre les sexes, qui existent, mais qui ne sont pas, on ne parle pas non plus de deux espèces différentes. Mais pourquoi justement cette polarisation croissante entre hommes et femmes? D'où vient-elle? En partie parce qu'on a moins besoin les uns des autres. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cadre, ni de pression sociale, ni de besoins factuels qui nous obligent à rester ensemble. Donc maintenant, on est condamné à être excellent, on est condamné à être un bon conjoint, et on n'a pas encore fait la mise à jour. On est bloqué entre des anciens standards qui ne sont toujours pas morts, et de nouveaux qui tardent à arriver. Il y a une expression qui est apparue dans le débat public ces dernières années, c'est celle de guerre des sexes. Est-ce que vous diriez que nous en sommes arrivés là? En ligne, oui. Mais je pense que c'est un phénomène dont il ne faut pas surestimer l'importance. Parce que les personnes qui passent leur vie sur les réseaux sociaux à commenter et à évacuer leur frustration n'ont pas forcément la personnalité de monsieur ou madame tout le monde. Néanmoins, on voit que ça déborde quand même, de plus en plus. On le voit dans les médias, on le voit dans les essais qui sont publiés. Je pense que ce n'est pas un hasard si ces thématiques-là ont lieu au tout début de la jeunesse, à l'âge de la compétition sexuelle. En fait. C'est là où il y a le plus de friction, c'est là où il y a le plus d'incertitudes, c'est là où les jeunes essaient d'acquérir les bases de leur vie future. Et d'ailleurs, cela se voit, vous évoquez les médias, ça se voit également et surtout sur les réseaux sociaux. Et là aussi, vous consacrez un certain nombre de pages sur le rôle des réseaux sociaux dans ce livre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer, voire même quantifier l'impact des réseaux sociaux, par exemple dans le nombre de divorces? Je suis pas sûr. Alors, le quantifier, ce serait vraiment difficile parce que c'est tellement multifactoriel. Mais en tout cas, l'effet des réseaux sociaux, à mon avis, c'est une question de degré et pas de nature. C'est-à-dire que, pour caricaturer, la voiture, c'est déjà un peu ça. C'est qu'à partir du moment où vous avez la possibilité d'aller en boîte de nuit dans le village d'à côté, les gens qui habitent le même village sont déjà un peu moins séduisants. Vos options changent un petit peu. Bon, au fur et à mesure que la technologie vous permet de rencontrer plus de personnes, vos exigences s'ajustent et les réseaux sociaux, c'est simplement la conséquence spectaculaire de ce phénomène-là. L'eau commence à bouillir, mais c'est une continuité. Et cela pourrait avoir l'effet inverse, avec une possibilité beaucoup plus grande de rencontrer un grand nombre de personnes. Et justement, vous dites, paradoxalement, c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi ? Alors c'est toute la théorie que je développe dans le 5e chapitre, c'est qu'en fait l'effet de cette liberté-là dépend de votre trait de personnalité. On n'est pas tous équipés de la même manière. Certaines personnes vont très bien s'en sortir, ils sont relativement immunisés à ces tentations-là. D'autres, au contraire, bénéficiaient tout de même d'un cadre plus strict, d'une culture qui leur indiquait un peu la voie à suivre, d'une religion. On leur donnait un mode d'emploi. La culture restrictive lisse les trajectoires, c'est un peu plus égalitaire parce que chacun suit un mode d'emploi, mais la liberté se paie par le fait que nous sommes inégaux à ce niveau-là. Et vous également regrettez l'impact des applications de rencontres dans le livre? Alors oui et non. Oui, dans le sens où je pense que ça a énormément contribué à ce changement de mentalité qui est que on veut un partenaire déjà fini. C'est-à-dire, c'est quoi un partenaire déjà qui a déjà une place dans la vie, qui a déjà sa carrière bien en route, qui a déjà un certain prestige, un certain statut. On va plus difficilement choisir quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves et avec qui on va construire à deux et acquérir ce qu'on souhaite à deux, en partant de zéro. Ça, c'est une mentalité qui se perd. Pour autant, je ne pense pas que les applications de rencontre ont tant que ça détruit, sont tant que ça responsable de ce qui se passe. C'est un symptôme d'une évolution plus large. Est-ce que, parce que là vous dites au fond, nous sommes beaucoup plus exigeants aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal peut-être à s'engager, etc. Et vous avez tout ce développement notamment sur l'engagement, sur le mariage. Est-ce que le mariage a encore de l'avenir selon vous aujourd'hui? On voit que les Français se marient de moins en moins. Et les chiffres le montrent année après année. Alors je pense qu'il a de l'avenir indirectement parce qu'il va devenir un symbole de prestige. Parce que les seules personnes qui peuvent se permettre d'à la fois s'engager, se marier, avoir des enfants, sans pour autant
que cela ne retarde leur carrière, que ça ne mette en pause des projets, etc., ce sont les personnes qui ont le statut social le plus élevé. Et beaucoup de personnes voudront tenter de les imiter. Donc, alors c'est là que c'est amusant parce que du coup le mariage, vous dites, va continuer d'exister, les gens vont continuer de se marier, mais pas du tout pour des raisons, justement, on parle de crise de la natalité, là on en est bien loin en réalité. Ah oui, l'enfant est parmi les dernières raisons du mariage aujourd'hui. C'est d'abord une question de compatibilité. Le mariage échoue peut-être justement parce qu'il y a un certain triomphe de l'amour, au sens le grand amour, parce que on veut être sûr d'être avec la bonne personne et on se marie à la fin de notre trajectoire de vie, une fois qu'on a déjà passé toutes les autres étapes de l'engagement. Quel impact justement cela a sur la question de la natalité? Parce qu'au fond, 2 personnes qui ne se marient pas, ça n'empêche pas de faire des enfants jusqu'à preuve du contraire. Oui, tout à fait. Je pense que ça n'a pas tant d'influence que ça. Éventuellement, c'est une forme de sécurité tout de même. C'est quand même un peu plus facile de se projeter dans l'avenir en se disant je suis quand même avec quelqu'un qui a fait un serment public, qui même au point de vouloir faire ça devant la société entière, ça aide peut-être à envisager la vie avec plus de sérénité. Après, effectivement, il y a des gens qui s'en sortent très bien même sans ça. Vous abordez assez peu la question de l'écologie dans ce livre, et c'est pourtant un mouvement, là aussi, dont on parle beaucoup, les mouvements No Kids notamment. Est-ce que, selon vous, c'est secondaire ? Alors, c'est pas un sujet secondaire en termes d'importance pour la société, mais vis-à-vis de la question de la natalité, disons que je pense que la diffusion de ces discours-là, la moindre tolérance que l'on a pour les enfants dans l'espace public vient du fait que le premier enfant arrive de plus en plus tard. En fait, il faut inverser le sens du lien de cause à effet. C'est parce qu'on a des enfants de plus en plus tard et que c'est absolument logique que ce soit plus difficile de supporter une petite tornade qu'un enfant, on se dit c'est quand même plus exigeant d'être parent, c'est quand même assez difficile, on n'a peut-être pas envie de retenter l'expérience de nombreuses fois. Alors que quand on est jeune, notre biologie nous indique quand même qu'il vaut mieux être parent jeune, on a ce pic d'énergie pour encaisser l'arrivée d'un enfant. Encaisser l'arrivée d'un enfant, justement, alors la génération Z justement dont vous parlez aujourd'hui, elle est encore en âge de procréer, c'est, je pense, peu ou prou notre génération, la génération en gros de ceux qui ont autour d'une trentaine d'années. Est-ce que vous pensez que, et là vous donnez des pistes aussi dans le livre, qu'une sorte de rattrapage des générations est possible? Et si oui, par quoi ça passe? Alors, les générations suivantes pourraient finir par avoir un contre-modèle, établir un contre-modèle. Ça, c'est le scénario un peu pessimiste, c'est-à-dire que ce serait un peu trop tard pour nous et que notre exemple ne sera pas très inspirant et que les plus jeunes qui nous regardent vont se dire peut-être qu'il va falloir qu'on ramène des règles, qu'on ramène un cadre et que finalement, c'était pas si mal d'avoir tout de même une sorte de mode d'emploi partagé de comment progresser vers la fondation d'un foyer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y aurait justement ce renversement? Alors, scénario d'où la raison. C'est ce que j'essaie de faire en essayant d'informer les gens sur l'importance de leur trait de personnalité, sur leur trajectoire affective. Il faut se connaître pour être sûr que ce que l'on est conforme à ce que l'on veut faire. Et s'il y a un décalage corrigé par la volonté, le scénario dur, ça sera par la souffrance et refuser le modèle qui sera proposé par la génération juste avant. Quoi. Et vous dites d'ailleurs, peut-être pour finir sur une note un peu plus positive malgré tout, vous dites dans le livre, au fond, et heureusement d'ailleurs, la nature humaine s'appuie sur des milliers d'années d'évolution et elle ne va pas se métamorphoser comme cela en quelques décennies. Oui, donc le mode d'emploi, entre guillemets, on le connaît. Les problèmes entre les hommes et les femmes ne sont pas nouveaux. La question, est-ce qu'il y a un malaise entre les deux? La question, c'est plutôt, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu de malaise? Aujourd'hui, on est obligé de le voir en face et d'essayer de le régler par un échange de libre volonté, et plus parce qu'il y a des contraintes sociétales. Donc oui, c'est turbulent, mais il n'y a pas de raison que ce soit insurmontable. Et c'est tout l'enjeu, en tout cas, de votre réflexion avec le constat et puis un certain nombre de pistes également, c'est le regard, les pistes d'un psychologue clinicien que vous êtes, et ça permet d'avoir une approche assez différente et d'aborder la question sous un angle auquel on ne pense pas forcément directement. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux questions économiques, mais peut-être la question psychologique, affective également est à prendre en ligne de compte. Merci en tout cas. Votre livre « Homme-femme, sortir des idées toxiques », mes mots pour la génération Z, quelles sont les causes de cette dénatalité et puis surtout, est-ce qu'un retournement démographique est possible? À retrouver dans votre livre, votre regard donc de psychologue clinicien. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, on se retrouve bien sûr demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi sur le Figaro TV.